Bonjour à tous, l'invité des Échos est le cofondateur de la Confédération paysanne. Il est également militant altermondialiste, anti-malbouffe, anti-OGM. Il est également député européen depuis 2009 pour Europe Écologie Les Verts. José Bové, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Il y a une actualité chargée aujourd'hui. Commençons tout de suite par l'union entre PSA et Dongfeng. Le ministre de l'économie dit qu'il n'y aura pas que cette union garantit en fait qu'il n'y aura pas de fermeture d'usine. Est-ce que vous croyez à ces promesses? Écoutez, j'en sais rien, c'est difficile parce que les promesses, elles engagent que ceux qui les écoutent. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un secteur automobile qui est quand même en panne. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir beaucoup plus loin, pas simplement des coups par coup. Il faut qu'on ait un vrai projet à la fois pour l'automobile, mais pour l'ensemble des transports. Et ça ne pourra se faire qu'au niveau européen. Donc moi, je plaide vraiment aujourd'hui pour qu'il y ait un plan d'investissement européen sur les transports, que ça soit le transport, les voitures, mais je dirais aussi les transports, les trams. On pourrait très bien, pourquoi pas, envisager un grand plan, comme il y a eu Airbus, qui est une formidable opération entre plusieurs pays européens. Eh bien, c'est vers ça qu'il faut aller. Et cette union avec un acteur chinois, est-ce que l'on devrait craindre pour le secteur automobile français finalement, la famille Peugeot qui perd le contrôle de son entreprise? Est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, on a une entreprise avec évidemment une forte charge émotive parce que c'était encore le fondateur. En même temps, quand il y a eu des liens avec des entreprises japonaises ou des entreprises des États-Unis, ça n'a pas fait un plat. Donc moi, je crois que là aussi, il faut arrêter les fantasmes. Je vous dis, moi, ce qui m'importe plus, plutôt que de savoir si telle entreprise ou telle entreprise va rester uniquement dans le giron, c'est les emplois, et deux, quel projet d'avenir, et ça ne se fera pas au niveau national. Ça, je crois qu'il faut sortir de cette logique-là. C'est au niveau européen. Il faut investir dans des modes de transport et créer véritablement une synergie européenne. Parmi les projets de cette alliance, on parle notamment de la création d'une usine à la périphérie de l'Europe en 2016. On parle soit d'Afrique du Nord ou d'Europe de l'Est. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? Écoutez, l'Europe de l'Est, pour moi, ne fait pas encore partie de l'Europe, à moins que ça ait changé cette nuit, mais la réalité, c'est que si on veut créer des bonnes conditions globales pour les salariés européens, il faut aujourd'hui avancer. Ce qui veut dire avancer, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de dumping fiscal entre les pays et au niveau social, qu'on aille vers une harmonisation sociale. À partir de ce moment-là, eh bien, les entreprises vont se situer en fonction des lieux ensuite de vente. On ne va pas, évidemment, par exemple, si on vend des voitures en Chine, les fabriquer en France. Ça n'a pas de sens. Donc, on est sur un marché européen. Il faut effectivement que ça bénéficie aux salariés européens et aux consommateurs européens. Dans l'actualité également aujourd'hui, l'ONG Greenpeace a déversé ce matin 5 tonnes de charbon devant l'Elysée, et ce, à quelques heures du début d'un conseil de ministres franco-allemands. Est-ce que pour vous, c'est une bonne méthode, l'ONG, donc qui demande à ce que l'Europe atteigne 45% d'énergie renouvelable d'ici une vingtaine d'années? Est-ce que c'est la bonne méthode? Écoutez, Greenpeace est habitué à des coups d'éclat. Et s'il ne l'avait pas fait, on n'en parlerait pas ce matin. Donc en soi, c'est une bonne idée. Ça marque les esprits. L'Union européenne aujourd'hui est très en dessous des mesures qu'il faudrait prendre pour aller vers une limitation du réchauffement climatique de 2 degrés. Ça va être un des enjeux futurs. C'est ce qui aujourd'hui est en train de faire perdre le plus d'argent au niveau international. Les coûts des transformations climatiques, ça a un coût énorme. Ça a un coût évidemment en termes d'infrastructure, mais aussi un coût social. Donc il va falloir investir de manière très claire cet aspect-là. Ça veut dire 1, réduire le gaspillage, 2, l'efficacité énergétique, et 3, le renouvelable. C'est ce mixte qui doit aujourd'hui peser, et malheureusement l'Union européenne ne va pas assez loin dans ce sens-là, et je crois que il serait important, comme la France va présider le sommet du climat en 2015, qu'on soit effectivement en avance et qu'on soit capable de proposer. Donc là aussi, c'est tout. C'était la bonne méthode en tout cas. Il fallait se présenter devant l'Élysée, et devant donc ce rendez-vous symbolique, plus que symbolique, qu'est cette réunion franco-allemande. Je pense qu'à un moment, quand les chefs d'État et de gouvernement s'endorment, il faut les rappeler à la réalité. Et là, c'est la réalité de ce que l'on vit aujourd'hui et de ce qui risque d'arriver si on ne change pas aujourd'hui notre attitude face aux énergies carbonées.
Alors, vous venez également vous publiez demain un livre qui s'appelle Hold Up à Bruxelles, où vous racontez un petit peu les coulisses, selon vous, de Bruxelles, où vous parlez des lobbies qu'il y a, notamment les lobbies sur le tabac, les OGM. Quel est le bilan que vous tirez de vos 5 années de député à la Commission, au Parlement? Écoutez, moi, je pense que j'ai tiré un bilan. Ça a été 5 années très riches. L'Europe, c'est un processus en construction. Et un des aspects fondamentaux, c'est comment la démocratie progresse dans l'Union européenne. Si aujourd'hui, tous ces lobbies sont à Bruxelles, c'est parce que c'est à Bruxelles que les choses importantes se décident. Donc, il y a un bras de fer. Est-ce que c'est l'intérêt général qui prime sur les intérêts privés ? Ou est-ce que ce sont quelques firmes qui font la pluie et le beau temps? On le voit dans les accords de libre-échange, où ces firmes essayent de prendre le pouvoir, y compris contre les législations, et on voit comment certaines entreprises, l'industrie du tabac, le gaz de schiste, essayent d'amener les décisions politiques dans l'intérêt plutôt que dans l'intérêt général. Est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment armé finalement pour résister à ces lobbies? Il y a des règles de bon sens qui doivent aller plus loin. Par exemple, pour l'instant, le registre des lobbies n'est qu'un registre volontaire. Il faut le rendre obligatoire. Il faut faire en sorte qu'il y ait une transparence dans les débats, qu'il y ait des obligations de compte-rendu des débats. Le Parlement est transparent. Le Conseil, pas beaucoup, et la Commission, encore moins. Donc je crois qu'il y a besoin, pour que les citoyens puissent être des acteurs de l'Europe, qu'ils sachent réellement ce qui se passe et qu'on arrive à freiner le pouvoir de ces lobbies qui essayent d'influencer l'Europe dans leur seul intérêt. Merci beaucoup, José Bové. À bientôt.